Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau NeuroLive. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, que du coup vous passez une bonne soirée. Alors ce soir le thème du NeuroLive c'est épilepsie adulte. On reste donc sur cette thématique-là. Donc il y a 2 semaines on avait fait un NeuroLive avec professeur Dupont qui nous avait dit un petit peu ce qui était le parcours de soins du jeune, enfin du patient d'ailleurs adulte épileptique. Mais bon là pour le coup c'était côté professionnel, en tout cas regard professionnel, avec également donc les premiers gestes à avoir lorsque du coup on est aussi témoin d'une personne qui est en train de faire donc une crise d'épilepsie. Ce soir, on s'est dit que donc ce qui serait bien, ce serait donc de pouvoir directement faire appel à une personne donc concernée qui va pouvoir nous faire part donc de son expérience en tant que donc, jeune adulte épileptique et retracer finalement en fait son parcours afin que ça puisse être utile à un maximum de personnes, donc soit des personnes directement concernées ou bien des parents d'enfants épileptiques ou alors si dans votre entourage vous avez donc une personne qui présenterait éventuellement une épilepsie, si à ce moment-là du coup vous pouvez lui faire part donc, de cette vidéo. Tout en sachant que, du coup, encore une fois, l'épilepsie, malheureusement, est très, très, très méconnue et on sait du coup à quel point, en fait, ça peut malheureusement porter préjudice aux patients directement donc, concernés. J'en profite, donc, pourquoi en fait on reste dans cette thématique-là. Donc, il y a 2 semaines, c'était le NeuroLive avec professeur Dupont. Ce soir, NeuroLive avec Nicolas. Tout ça, c'est parce que, donc, en gros, la semaine prochaine, il y a le colloque annuel de la FFRE qui a lieu donc, à Paris qui est la Fédération française de recherche sur l'épilepsie, donc qui organise un colloque annuel. Et c'est tout simplement en fait voilà pour rester en fait sur cette thématique là et puis c'est aussi parce qu'en gros on a une forte sympathie on va dire pour cette fondation et donc c'est pour faire parler on va dire de l'épilepsie à un maximum. D'ailleurs n'hésitez pas à vous inscrire au colloque, c'est super intéressant. Voilà. Peut-être que du coup, donc pour commencer, une mini présentation, Ouais. et puis après, du coup, c'est parti. On parle de votre expérience. Ouais. Donc bonsoir à tous. Moi je m'appelle Nicolas, j'ai 24 ans, bientôt 25 ans. Aujourd'hui je suis jeune professionnel, j'ai commencé à travailler il y a un an. Mon épilepsie s'est déclarée il y a 10 ans maintenant. Donc il s'est passé beaucoup de choses en 10 ans. Aujourd'hui j'ai commencé à travailler. Ça fait longtemps du coup j'ai décidé de déclarer mon épilepsie à mon employeur. J'ai eu beaucoup d'étapes qui ont commencé, m'ont fait avancer dans la maladie, qui m'ont permis d'être devant vous aujourd'hui pour en parler, parce que c'est pas quelque chose d'évident, je le connais. Et je suis passé par ces étapes-là également. Donc tout a commencé il y a 10 ans, dans un moment qui n'était pas simple, parce que j'étais en Angleterre, j'étais dans un voyage scolaire, je me suis retrouvé dans une famille. J'ai 3 souvenirs de ma première crise. Donc la première crise, le seul souvenir que j'ai, c'est de me retrouver la première allongé par terre, la deuxième chose de me retrouver allongé dans l'ambulance et la troisième chose c'est me retrouver à l'hôpital. La chose qui m'a fait la plus peur c'est que du coup j'étais éloigné de mes parents et la seule phrase dont je me souviendrai depuis le début de mon épilepsie c'est le médecin qui appelle mes parents qui étaient en France et qui leur dit votre fils a fait une crise du cerveau. Cette phrase restera gravée en moi je pense pendant très longtemps. Après du coup j'ai été rapatrié en France. Il s'est passé beaucoup Vos de choses. parents n'étaient pas du coup avec vous en Angleterre? Non, j'étais dans une famille d'accueil en Ok, Angleterre d'accord. et mes parents étaient à Paris justement, donc eux en France. D'accord. Ouais, ça pour le coup, du coup, on peut comprendre qu'à l'adolescence, ça fait peur de se dire, déjà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On ne Ouais. comprend pas, parce que j'imagine qu'à 14 ans, on ne sait pas réellement en fait c'est quoi une crise d'épilepsie. Bah déjà vous savez pas ce que vous avez, et en plus à cet âge-là comprendre quelque chose. Déjà vous vous retrouvez dans un hôpital en Angleterre, votre niveau d'anglais n'est pas extraordinaire, donc vous entendez des mots qui peuvent vous faire peur. Et en plus quand vous entendez cette phrase, la seule phrase que finalement j'ai pu peut-être entendre en français, c'était cette phrase-ci. C'est pas forcément évident à gérer. Euh, Ouais, ça, malheureusement, en fait, c'est super flippant. Voilà, c'est ça. J'ai encore cette image en tête et cette parole en tête qui, je pense, pour le coup, je n'oublierai jamais. Hmm. On n'est pas présent pendant une crise, mais cette phrase, je m'en souviendrai. Donc après, j'ai été rapatrié en France, j'ai fait un certain nombre d'examens, j'ai passé beaucoup de journées à l'hôpital avant qu'on découvre ce que j'avais comme maladie. Du coup, à 14 ans, ensuite j'avais ma rentrée en troisième, du coup.
Donc déjà comprendre sa maladie c'est compliqué à cet âge-là, mais la faire comprendre aux autres c'est encore plus compliqué. Donc j'ai passé beaucoup de temps, j'ai perdu beaucoup de personnes, beaucoup d'amis qui ne cherchaient, qui n'ont pas compris ou qui cherchaient pas à comprendre. Mais au jour d'aujourd'hui, finalement, je me dis que c'est finalement peut-être une bonne chose parce que ça me permet de savoir les gens sur qui je peux compter, les gens qui peuvent être là et finalement les personnes qui sont pas restées auprès de vous, c'est que finalement c'était pas forcément des vrais amis et des gens sur qui vous ne pouvez pas forcément compter. 14 ans. 14 ans, donc là, vous étiez au collège. Ouais. 14 ans. Est-ce que le collège vous a accompagné dans une démarche d'explication en fait, aux autres pour faire comprendre Non, justement, non. ils m'ont pas du tout accompagné. Déjà, les professeurs ne connaissaient pas la maladie. Dans beaucoup d'écoles, je pense que c'est le cas. Très peu de personnes connaissent cette maladie. Donc, c'est déjà comme ils connaissent pas la maladie, déjà, il faut que les professeurs comprennent la maladie et que ensuite, il faut arriver à justement faire les démarches nécessaires, mais du coup, ils ne connaissent pas forcément les démarches nécessaires par rapport à ça. D'accord. Donc, c'est plus à vous de vous renseigner par rapport aux démarches et ensuite d'aller voir le responsable du collège pour en parler. Vous étiez soutenu ou pas par vos parents? J'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça, c'est que je suis très proche de mes parents et de mes frères et sœurs, et qu'ils sont très proches de moi, ils ont toujours été là dans les moments où ça allait pas. Je, Ils ont toujours été présents, d'ailleurs à chaque fois que j'ai passé plusieurs nuits à l'hôpital à cause des crises d'épilepsie, à chaque fois j'en avais toujours un qui était avec moi, que ce soit mes parents, un frère ou une sœur, Hmm. que lors je les appelais parce qu'il y a un moment où ça allait pas. Je reprendrai un exemple, il y a 2 mois, j'ai appelé mon frère parce que j'ai fait une crise, il m'a dit tu bouges pas, j'arrive, tout simplement. Alors pourtant il était en soirée avec des amis et qu'il n'était pas obligé de venir. Et je sais que mes parents qui habitent pas forcément à Paris, qui sont à 1 heure en voiture, ils m'ont dit bon bah j'arrive tout de suite, ils ont pris la voiture, ils sont venus alors pourtant il était 22 heures. Ah, c'est les super-héros. Donc ça, je reconnais que par rapport à ça j'ai beaucoup de chance et qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas la même chance que moi. Mais je pense que du coup par rapport à ça c'est aussi important de trouver les bonnes personnes qui pourront vous aider à avancer par rapport à la maladie et par rapport à ça. Ça, c'est extrêmement important, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, quoi qu'il en soit, en fait, au moins trouver une personne référente pour Ouais. pouvoir en tout cas compter sur elle en cas de crise, en cas de situation compliquée. Ouais. Au moins vous savez que derrière vous pouvez en fait compter sur ces personnes-là. Donc vous en tout cas là en l'occurrence c'est la famille. Ouais. Après il y a d'autres personnes, ça peut être des amis, ça Ouais. peut être peut-être pour certaines personnes justement un enseignant qui va être lui-même directement concerné, ça peut être un employeur directement concerné, mais quoi qu'il en soit en tout cas une personne dans l'entourage sur qui vous pouvez compter Ouais. en cas de crise ou en cas de situation compliquée. Ouais. Super important. Ce que je dis aussi, moi, avec un peu de recul, je me dis aujourd'hui, ça m'a permis aussi de faire un tri entre guillemets, si je peux utiliser cette expression, sur mes connaissances. Les gens sur qui je pouvais compter, les gens qui étaient des amis, mais c'était pas vraiment des amis sur qui vous ne pouviez pas compter. Donc finalement, c'est aussi peut-être un point positif qui est important à prendre en compte. Alors ça, bon, parce que moi en fait pour tout vous dire, Ouais. j'ai rencontré Nicolas l'année dernière justement au colloque de la FFRE, j'avais assisté donc au colloque et il nous avait fait part donc, de son expérience et notamment dans le cadre du travail. Et j'avais trouvé en fait que son témoignage était extrêmement poignant, vrai, sincère et c'est pour ça que du coup donc, je lui avais proposé donc finalement en fait, de nous faire part à nous tous de son vécu, de son témoignage pour pouvoir apporter un maximum d'informations. Mais du coup, ce que j'avais aussi remarqué donc l'année dernière, et c'est ce qui est encore ce soir, c'est que, et ça pour le coup c'est génial, vous trouvez toujours en fait quand même quelque chose de positif à chaque fois. Là, vous le dites vous-même en fait que du coup, limite, tant mieux comme ça en fait, vous avez réussi à faire le tri et vous savez après du coup sur qui vous pouviez compter. J'ai toujours trouvé quelque chose de positif, mais j'ai pris beaucoup de temps à comprendre ça, donc ça m'est pas arrivé non plus du jour au lendemain. Il ne faut pas non plus que vous disiez dès demain ça arrivera. Et c'est aussi justement vous entourant des bonnes personnes qui vont vous aider à ça. Donc déjà, si vous trouvez une bonne personne, si vous prenez le temps d'en parler avec elle, elle pourra aussi vous aider à trouver les autres personnes qui pourront vous aider. C'est un conseil important. Voilà. C'est un conseil à ne pas prendre à la légère. Donc retour en France, donc compliqué en tout cas au collège. Il y avait directement traitement médicamenteux ou pas Pas tout de suite justement. Tout de suite. Du coup, parce que j'ai fait une première crise, du coup tout de suite on savait pas ce que j'avais. On s'est rendu compte qu'il s'est passé quelque chose quand j'ai refait ensuite une absence. D'accord, ok. La première aussi c'était une absence?
J'étais d'abord une crise généralisée et la deuxième c'était une absence. D'accord. Et du coup, donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que ça a eu lieu cette deuxième crise? C'était quand j'étais rentré en France, Ok. déjà. Mais c'était à la maison, c'était au collège? C'était à la maison. C'était à Parce la que du maison. coup, c'est la première crise arrivée, on était à la fin du mois de juillet. J'ai pas été sous traitement tout de suite, ils ont attendu quelques semaines, ils m'ont fait une batterie d'examens Mhm. pour en savoir déjà un petit peu plus. Et ensuite, ils m'ont commencé à me mettre sous traitement. Premier médicament que j'ai pris, du coup, c'était la dépakine, qui tout de suite n'a pas fonctionné. Donc, pour revenir sur le traitement, il faut savoir que c'est pas évident. Moi, j'ai essayé tous les traitements possibles et inimaginables. C'est toujours pas été évident. À chaque fois, il y a ces effets secondaires, les choses qui vont pas. Il faut savoir faire un point. Aujourd'hui, je suis sur le même traitement depuis aujourd'hui, ça doit faire 1 an et demi. Et c'est ce que je dis, c'est le meilleur rapport que j'ai entre les effets secondaires et le nombre de crises ou d'absences que je fais par mois. Même si aujourd'hui j'ai un traitement qui me permet d'éviter les crises généralisées, mais j'ai encore des absences. Euh, Suite à la deuxième crise, est-ce que c'était, du coup, j'imagine, ça a dû être les urgences? En fait, c'est simplement en fait du coup, pour savoir quand est-ce qu'il y a eu lieu le premier rendez-vous avec un neurologue. Est-ce que c'est, Ça s'est pas fait tout de suite, ça du s'est coup pas j'ai fait tout de passé suite? beaucoup de temps aux urgences pour savoir exactement comprendre ce qui se passait. C'est fou ça, ça veut dire qu'en fait, mais ça comme quoi, hein, il y a une telle méconnaissance finalement Ouais, que du coup on n'arrive vraiment pas à diagnostiquer directement une ça, crise d'épilepsie. ouais, ça n'a pas été diagnostiqué tout de suite. Ils ont dû me faire un scanner, un IRM, et c'est après, avec un peu de recherche, qu'ils ont compris d'où ça venait, en D'accord? parlant avec un neurologue. Mais j'ai pas, c'est pas le, j'ai mis du temps avant de rencontrer un neurologue par rapport à cette maladie. Pendant toute cette période-là, j'imagine que du coup on est super stressé. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce Bah, que je même vais à mourir? 14 ans, toujours on comprend pas. On n'arrive pas à comprendre à 14 ans. Donc c'est toujours compliqué de savoir ce qui se passe. On ne comprend pas. Surtout que moi en plus, du coup, je prenais la dépakine, mais ça s'est très mal passé avec la dépakine. Donc, du coup, au bout de 2 mois, on a décidé de changer tellement ça se passait mal. D'accord? Et j'avais encore fait du coup des crises généralisées pendant l'été, j'en avais fait plusieurs. Donc du coup, toujours en incompréhension. Donc des paquines, en vrai ça servait pas à grand chose. Il y avait Euh, des effets secondaires ou pas dû à la dépakine? j'ai pris 10 kilos en 2 mois. Donc Ouais, plutôt très mauvais. ouais, Et puis la fatigue aussi, j'étais toujours fatigué. d'accord. Ouais, donc clairement en fait ça vous correspondait pas en tout cas la dépakine. Catastrophique, j'ai envie D'accord. d'employer le mot. Pour être honnête, c'était catastrophique, c'était pas du tout ce qu'il fallait. Donc il y a forcément en fait des moments de grosses inquiétudes. Ouais. Bah, Justement en fait. surtout justement après quand vous faites des changements de traitement. On vous dit ça va pas, du coup vous changez de traitement et il faut se dire mais est-ce que ça va être pire, est-ce que ça va être mieux, qu'est-ce qui va se passer, ça vous savez pas. Donc c'est aussi un souci, c'est quelque chose aussi qu'il faut arriver à prendre en compte, de se dire oui je change de traitement, est-ce que ça va être mieux, est-ce que ça va être moins bien, c'est aussi une décision à prendre aussi qui n'est pas forcément évidente. On en avait parlé l'année dernière, c'est cette notion de vulnérabilité Ouais, chez le patient épileptique. En fait, on ne sait pas du coup quand est-ce que va se reproduire de nouveau une crise. Et ça, malheureusement, c'est souvent du coup forcément une source d'angoisse, d'anxiété. Et malheureusement, en fait, ça joue énormément aussi sur comment dire, sur la qualité de vie en fait ouais, du patient épileptique qui ne sait pas en fait du coup quand est-ce que de nouveau en fait va se reproduire une crise d'épilepsie. Alors après d'autant plus lorsque du coup vous étiez adolescent, ouais, ça j'imagine que avec la méconnaissance de l'épilepsie et avec tout ce que ça implique comme le regard des autres, ce ouais, qu'on veut renvoyer aussi comme image, ouais. tout ça, du coup ça pour le coup c'était pas forcément évident, je Bah, pense. surtout qu'il y a le regard à cet âge-là, il y a le regard de vos amis, des personnes qui ont votre âge, mais il y a aussi le regard des adultes. Parce que les adultes ne connaissent pas non plus, très très peu connaissent. Moi je sais que dans l'entourage de mes parents, il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas. Donc mes D'accord. parents aussi expliquaient à certaines personnes ce qui se passait. Parce que c'était Hmm. exactement. 2 secondes, je coupe. On n'entend pas très très bien. Hop. Et du coup, je pense que c'est. Est-ce que moi je peux monter? Ça change pas grand chose, de toute façon que moi. Non. Ah, peut-être qu'on va parler plus fort alors. Ouais, On va parler plus fort. d'accord. C'était pour pas déranger les voisins, mais bon, c'est pas grave. Comme ça, eux aussi, ils sauront plein de choses sur l'épilepsie. Voilà.
Du coup, pardon, je vous ai coupé. Donc ça, en gros, ça c'était donc fin collège. On était dans ce. On était au niveau de la fin quatrième, début troisième, donc plutôt fin du collège. D'accord. Ensuite, donc arrive l'entrée au lycée. Alors là, limite, finalement, en fait, c'est pas si mal quand on s'appuie sur les différentes années. Parce que ça va nous permettre en fait de pouvoir voir un petit peu du coup année par année tout comment ça s'est passé. D'accord, sans trop rentrer dans les détails. En tout cas, c'est comme vous voulez. Moi, je veux pas du tout que ça soit intrusif, mais je pense que ça peut vraiment être utile en fait à un maximum de personnes. Le lycée, est-ce que c'était un lycée que vous connaissiez? Est-ce que du coup vous étiez déjà en fait avec des amis lorsque vous êtes rentré en Alors seconde? justement, c'est là où ça a été compliqué aussi, c'est que du coup moi j'ai changé de lycée. Je suis même parti en internat quand j'étais au lycée. Après ça avait été une décision personnelle, mais du coup c'est encore une nouvelle étape parce que c'est encore réexpliquer la maladie dans un nouveau C'est ça que je lycée voulais savoir. Ouais. parce que les gens ne connaissent pas encore. Et du coup après vous avez toujours affaire aux mêmes choses, les gens qui veulent comprendre, les gens qui ne comprennent pas. Donc on revient sur les mêmes soucis, on a l'impression de recommencer au départ sur l'explication de la maladie. Mais en fait, alors, c'est quoi? C'est les autres, en fait, vous voyez comme quelqu'un de possédé, je fais exprès en fait d'employer ce mot parce que c'est Ouais, ce qui revient hein. Souvent. On dit que c'est limite, c'est quelqu'un en fait qui est possédé lorsqu'il fait une crise d'épilepsie. On l'associe en fait à quelque chose de diabolique. ouais. Mais c'est comme ça que certaines personnes, certains camarades de classe, vous voyez comme quelqu'un de bizarre. Il y en a certains qui me prenaient, qui comprenaient pas, qui comprenaient absolument pas, ils se disaient c'est pas normal, je sais pas ce qui lui arrive. Il y en a qui disaient ça fait peur, parce que s'il fait ça devant moi, qu'est-ce qui va se passer? Donc du coup, ils ont peur en fait, ils savent pas forcément comment réagir. Et ils ont dit je préfère pas savoir comment ça va se passer ou ce qu'il faut faire, du coup je préfère partir ailleurs. Je préfère aller voir ailleurs. Ça se produisait souvent qu'il y ait des crises. C'était à une époque, ouais, puisque c'était à ce moment-là, j'étais sous Keppra. Ça s'est encore aussi très mal passé. J'étais amorphe tout le temps avec ce traitement. Si je faisais pas des nuits de 14 heures, ça allait pas. Donc on s'en est très vite rendu compte que ça allait pas. Et même il y a des moments, enfin, j'avais envie de dormir en cours tellement j'étais pas bien avec ce médicament. Donc c'était une période aussi encore un peu compliquée où on n'avait pas du tout trouvé le bon traitement. Parce qu'on a mis quand même plusieurs années aujourd'hui à trouver le bon traitement qui me fait faire encore quand même des absences. D'accord. Alors, du coup, donc, lycée. Donc, les enseignants étaient quand même au courant, Ouais, parce que du coup, c'était difficile. En fait, il y avait une grosse fatigabilité en cours. Donc, les enseignants, en tout cas, étaient au courant. Les camarades de classe étaient au courant. pas forcément Pas tout de suite forcément. parce qu'au début, moi j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombé sur une professeure principale qui a compris, qui a voulu m'aider. Après, pas tous les professeurs ont voulu m'aider, mais il y a au moins une était là pour m'aider, pour me soutenir. Et les camarades de classe, au début, j'avais pas forcément envie de leur en parler. C'était à une époque où, comme vous comprenez pas non plus ce qui vous arrive, vous n'avez pas forcément envie d'en parler. Aujourd'hui, j'en parle, mais à cet âge-là, j'avais pas envie d'en parler. Justement, c'est ça. Là, avec du recul, si par exemple, il y a quelque chose que vous pouviez changer. Alors, on reste quand même, voilà, un Mm. patient épileptique. Mais s'il y a quelque chose que vous pouviez changer, est-ce que par exemple, vous auriez souhaité que ça soit l'enseignant qui prenne la parole pour vous, pour expliquer aux autres? Est-ce que vous auriez souhaité vous-même, en fait, intervenir directement devant toute la classe pour le dire, histoire de vous soulager? Est-ce que ça aurait été qu'on n'en parle pas du tout? Enfin, comment vous aurez voulu que ça se passe? Moi, aujourd'hui, à ce moment-là, j'étais à une époque où je voulais absolument pas en parler. J'avais peur d'en parler, je comprenais toujours pas ce qui m'arrivait, j'ai mis du temps à comprendre et à savoir ce que je pouvais faire pour avancer, parce que du coup j'avais envie de rien faire quoi. Je m'en sortais pas. J'avais des moments où j'avais envie de rester chez moi, de m'enfermer, même si c'était pas une bonne idée. Hmm. Donc du coup il fallait quand même trouver des solutions pour avancer, mais j'avais pas envie d'en parler. À cette époque-là, j'avais pas envie d'en parler. Vous avez des aménagements scolaires ou pas? J'ai eu un tiers-temps pour le bac du coup. D'accord, ok. Voilà. Ok. Ce qui est quand même assez pratique parce que ça m'a quand même permis de prendre plus le temps et ça vous permet aussi de vous reposer. Si pendant une épreuve ça va pas, vous prenez 10 minutes, vous vous reposez et vous savez que vous aurez du temps en plus pour continuer après de toute façon. Ça a été. Alors, il y a plein de questions, Oui, désolé. il n'y a pas de souci. Est-ce que ça a été la galère ou pas de mettre en place le tiers-temps au lycée pour le bac? C'est toujours compliqué parce qu'il vous demande un tas de papiers
et vous disent oui, mais il faut une preuve du médecin que vous avez vraiment un handicap et que normalement, enfin, vous avez une raison de pouvoir avoir un tiers-temps. Donc oui, c'est toujours compliqué. Alors je fais exprès de poser la question, forcément en fait du coup c'est pour montrer aussi aux gens que j'imagine pas à quel point d'accord ça a dû être compliqué. Mais du coup même si en fait c'était super compliqué, vous avez pu bénéficier en tout cas par exemple là d'un tiers-temps pour le bac. Alors c'est rien, c'est minime comme aménagement. Mais du coup, il faut pas que les gens et tout désespèrent et il faut pas que les gens en fait se disent bah de toute façon ça sert à rien, je laisse tomber. On ne sait jamais en fait. Normalement du coup même si c'est le parcours de combattant, hein, on dit souvent que du coup c'est pas le parcours de soins, c'est plus le parcours de combattant. Euh, il y a quand même en fait possibilité de pouvoir comment dire bénéficier d'aménagement scolaire. Oui, il y a toujours moyen de le faire. Après, ça prend toujours du temps. Et c'est vrai qu'il faut toujours pas perdre espoir. Il faut toujours garder. Il faut toujours se dire oui, c'est possible. Oui, je peux y arriver. Mais c'est vrai qu'encore une fois, à cet âge-là, c'est pas évident. Non, Donc c'est non, aussi pour ça que c'est bien aussi d'être entouré par les bonnes personnes, encore une fois. Moi, je sais que j'ai mes parents qui m'ont beaucoup aidé dans ces démarches aussi. Donc encore une fois, j'ai pas été tout seul à les faire. Et c'est aussi ce qui m'a permis aussi, je pense, d'aller jusqu'au bout des démarches et pouvoir être soutenu quand ça allait pas. puis à cet âge-là, on n'a pas forcément envie d'être différencié indépendamment de sa volonté. Donc Ouais, je voulais pas être dans une case à part, c'est ça. contrairement aux. Ouais. Hmm. Le bac, du coup, comment ça s'est passé? Ça, C'est simplement pour savoir en gros en fait s'il y avait du coup là les absences avaient des répercussions sur les apprentissages. Est-ce que du coup ça a joué sur vos différentes facultés cognitives, ces crises Ouais. d'épilepsie? Je mettais toujours plus de temps à apprendre les choses, à assimiler les choses, à comprendre les choses. Je mettais toujours plus de temps que les autres. Donc je devais prendre plus de temps. Après, c'est vrai que ça me fatiguait aussi. Je sais que la semaine à la fin de mon bac, j'ai passé une semaine à me reposer. Hmm. Parce que du coup, en enchaînant les épreuves, j'étais complètement fatigué. Mais ça, je vous rassure, nous tous, hein. Oui, mais encore plus que les autres. J'imagine, ouais. Voilà. Parce que je m'en suis rendu compte aussi, parce qu'en plus, moi j'ai un frère jumeau, mais qui lui n'a pas la maladie. Et donc parfois j'ai tendance, même si c'est pas une bonne chose, je sais de me comparer forcément un peu à lui. Je me dis, c'est vrai, mais il y est pour rien. Voilà, je tiens à dire que j'aime beaucoup mon frère, que j'ai pas de soucis avec lui. Que c'est vrai que des fois je me disais aussi, ouais, mais c'est pas normal, lui il met toujours plus de temps à faire les choses. Moi, il met toujours moins de temps à faire les choses, moi je mets toujours plus de temps. Je me souviens même de mon grand frère qui est rentré une fois dans ma chambre et qui m'a dit, je sais pas comment tu fais pour travailler autant. Donc, je se rendait compte aussi que j'avais besoin de plus de temps pour assimiler les choses et j'avais besoin de plus de temps. Donc c'est vrai qu'il y a quand même réellement eu en fait une répercussion sur les apprentissages. Ouais, Ouais. toujours. Les crises d'épilepsie, ça a vraiment. Ok. Ouais. Il y avait. Est-ce que du coup vous avez fait, je sais pas moi, appel à des profs particuliers en plus? Est-ce que comment en fait comment ça se passe? Est-ce que les profs du coup faisaient preuve de souplesse par exemple parfois et de compréhension en disant bon ça c'est pas grave et tout Nicolas c'est pas si important parce que de toute façon en gros je poserai pas ça comme question pour le contrôle ou Non, pas non, pas particulièrement. particulièrement. Ouais. Ok. C'est à dire que quand même il y avait réellement en fait un stress Ouais, il y avait toujours un stress. de réussir. Ouais, c'est ça, vous dites, je sais pas ce qui va se passer. Donc, après, moi j'ai eu de la chance aussi. J'ai mon père qui me donnait des cours de maths aussi. D'accord. J'avais pas de prof de particulier, c'était mon père. D'ailleurs, je le remercie. Je pense qu'il y a des choses que j'aurais pas réussi si j'avais pas eu ces cours de maths, même si c'était pas toujours évident. Du coup, la famille est vraiment en fait là pour vous, mais c'est tant mieux, hein, c'est une chance. Moi, je sais que j'ai Vraiment, beaucoup de des chance. J'ai super beaucoup de héros. chance avec ça. C'est un des trucs, je crois, les plus importants aujourd'hui. Vous avez pu vous appuyer en fait sur votre famille, le soutien en fait de votre famille. Bah, c'est ce que je dis, le soutien, je l'ai pas cherché très loin, il était déjà là, entre guillemets, quoi. Mhm. Alors que je sais qu'il y en a pour certains, c'est toujours très compliqué. Moi, j'ai eu cette chance-là aussi pour m'aider à m'en sortir. Est-ce que du coup, ça forcément, en fait, hein, on parlait déjà d'orientation post-bac. Ouais. Est-ce que vous avez été conseillé ou pas par rapport à ça? Parce que du coup, j'imagine que, alors à ce moment-là, vous étiez suivi par un neurologue. Ouais, Ok. C'était le neurologue qui connaissait le mieux, entre guillemets, votre profil, votre vie. ouais, c'était celui par lequel j'étais suivi depuis un certain nombre d'années. D'accord.
Est-ce que du coup, avec son neurologue, on parle d'orientation? Simplement en fait, pour savoir du coup déjà en fait, vers quelle voie éventuellement professionnelle on pourrait aller, sachant qu'on présente une épilepsie. Ouais. Non, je vais pas particulièrement parler de ça avec lui. Après, je me suis rendu compte aussi que moi, il me fallait justement pas des choses où. Un métier où il faut être assis derrière un bureau toute la journée, sur un Mhm. ordinateur ou en train de faire quelque chose. J'avais besoin d'un métier où on bouge, où il se passe des choses, parce que sinon, je m'en sortais pas. Justement, la chose qui me fatigue le plus, c'est d'être assis derrière un bureau toute la journée. Donc, du coup, j'ai besoin d'un métier où on bouge. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve dans un métier où je sais que je suis debout en train de travailler. Moi qui travaille à la réception d'un hôtel, je sais qu'il y a toujours des choses à faire, qu'il y a un relationnel à avoir, et que du coup, ça me permet aussi de ne pas rester toute la journée sur un ordinateur assis, et ça bouge aussi pendant la journée. Ça, du coup, c'est-à-dire que ça, c'est très bien. C'est-à-dire que vous avez réussi en fait à aller vers un métier qui en tout cas regrouperait des conditions de travail que vous appréciez. Voilà, c'est ça Ok. exactement. Euh, mais alors, du coup, est-ce que moi, je trouve que c'est normalement, on va dire que le médecin, alors même si bon, le médecin, encore une fois, ne peut que suggérer, hein, il ne Ouais, peut que conseiller, il ne va pas imposer quoi que ce soit, mais c'est quand même bien, je trouve que c'est assez confortable lorsque le patient peut directement en fait, parler avec le médecin, et le médecin va dire, bah voilà, en fonction de, là par exemple, telle situation, ça va plus te fatiguer, là il y a le traitement, il ne faut pas l'oublier, si tu veux faire un métier où tu vas travailler de nuit, bah, du coup, si ça joue sur ton sommeil, ça peut aussi du coup derrière être déclencheur d'épilepsie. Tout ça en fait normalement c'est quand même plutôt confortable je pense ouais. normalement pour le patient. Mais vous en tout cas vous n'avez pas discuté d'orientation avec votre médecin. Je suis pas rentré dans les détails. Ok, Donc, c'est pas la personne avec qui j'en ai le plus parlé. ok, d'accord. Euh, et alors du coup c'est combien de comment donc ça s'est passé juste après le bac? C'est du coup j'ai choisi une fois justement des études où je savais que finalement j'allais avoir un métier où je pouvais bouger, où j'allais pas rester assis derrière un bureau toute la journée justement. Je savais qu'il y avait des choses à faire, et je m'étais aussi renseigné aussi un petit peu par rapport à ça. Ouais, effectivement, je rebondis sur le commentaire de Gianni qui dit bravo, Mm. plein de gens n'y arrivent pas. C'est Ouais. vrai que ça, pour le coup, il faut extrêmement du courage, mais ça, j'attendais la fin du Neurolife pour dire tout le bien que je pense de Nicolas comment dire, et de sa force pour Mm. avoir réussi en fait à surmonter toutes ces étapes-là de la vie. Euh, Est-ce qu'il y a il y a des choses en fait où on vous a dit clairement, en fait j'insiste parce que je sais que par exemple il y a certains médecins qui vont dire clairement par exemple natation on laisse tomber, escalade on laisse tomber, les sports de combat on laisse tomber, les métiers de nuit on laisse tomber. Tout ça, est-ce que ça c'est des choses qu'on a pu vous dire ou pas plus jeune? C'est des choses qu'on a pu me dire. Mais après ça c'est moi aussi je m'en rendais compte aussi. C'est D'accord? une discussion que j'ai eue. Je sais que par exemple j'avais des cours d'escalade quand j'étais au lycée. Mon prof a refusé justement que j'assure quelqu'un. Mais ça, je l'ai compris aussi. J'ai eu une discussion avec lui là-dessus. Il m'a expliqué pourquoi et j'étais aussi très conscient de la chose et j'ai compris Oui aussi c'est pourquoi. d'accord, ouais. Voilà. Donc il n'y avait pas forcément en fait un sentiment d'injustice en tout cas. À ce moment-là en tout cas vous Mm. étiez bien conscient de vos forces et de vos faiblesses Oui, et du coup vous l'avez accepté. c'est pas ce qui a été le plus dur à accepter entre guillemets, ce genre de choses. Hmm. Parce que je sais que c'est des choses que je fais, même si je dois être c'est des choses que je peux faire. Il faut juste que je sois sous surveillance. Donc je suis pas non plus interdit de le faire. Après, c'est ce que je dis, assurer quelqu'un quand vous faites de l'escalade, ça je ne pourrais jamais le faire. Mais je comprends aussi pourquoi je ne peux pas le faire. Alors, est-ce que je peux poser la question, qu'est-ce qui a été le plus difficile à l'école, Par rapport au sport, où c'est en général? Pour vous, en tout cas, qu'est-ce qui a été le plus difficile? à accepter, je pense que c'était le. Là, j'aurais pas de la réponse là tout de suite maintenant. Ok. Plus dur à accepter, c'est peut-être se rendre compte que les gens font tout plus vite que vous en fait. Que vous avez l'impression vous d'être en galère totale, de rien comprendre, alors qu'il y en a beaucoup qui, eux, vous avez l'impression que quand ils rentrent de l'école par exemple, ils posent leur sac et le lendemain ils le reprennent, que vous êtes en galère en train de travailler 2 heures tous les soirs pour vous en sortir, quand vous êtes totalement à la ramasse. Donc, idéalement, en fait, avoir un soutien psychologique déjà, ça fait pas de mal. Ouais, Et pouvoir bénéficier peut-être de méthodes ou en tout cas de stratégies
pour pouvoir concrètement réussir en fait, à faire ce qu'on attendrait de vous. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi qui serait assez confortable, on va dire. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Ça, c'est des choses en fait que parfois en fait on n'y pense pas, hein. Encore une fois, il y a autant en gros, tout le temps on dit que oui, il y a la méconnaissance de l'épilepsie, c'est vrai. Et on parle pas non plus en fait assez de l'importance de l'écoute clinique, du soutien psychologique pour les patients présentant une épilepsie, parce que du coup parce qu'on se met en fait à votre place. Et encore une fois en fait on se dit déjà en fait il faut comprendre ce qui m'arrive, je sais pas tout ce qui m'arrive. Il y a le sentiment de vulnérabilité. Et comme vous dites à juste titre, pourquoi en gros les autres en fait le font si rapidement et moi je dois galérer 2 heures en fait à pouvoir le faire. Et du coup à ce moment-là limite, je pense lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est ado, la seule chose en fait qu'on veut c'est tout de suite des outils pour pouvoir le faire. Voilà. Pour justement ne pas être forcément différent des autres. C'est-à-dire qu'on commence à sentir une différence. Alors pourtant, Oui. voilà, et vous dites aussi à ce moment-là pourquoi ça arrive à moi et pas à quelqu'un d'autre. Toujours pas évident aussi à comprendre. Sachant que là, le traitement, en fait, vous, du coup, entre là, ça fait 10 ans, donc entre les 14 ans et les 24 ans, il n'y a aucun traitement qui a été réellement efficace. Là, le dernier, en tout cas, est plus efficace que les précédents. Mais du coup, comme vous l'avez dit, en fait, la dernière crise, elle date d'il y a 2 mois. La dernière crise, ok. Donc ça veut dire que quand même, encore maintenant, même s'il y a un traitement, vous avez encore des crises. Oui, exactement. Alors, du coup, si vous êtes d'accord, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, et c'est ce que du coup j'avais aussi trouvé super intéressant l'année dernière, c'est par rapport au travail. Comment en fait on fait, du coup, lorsqu'on est un jeune adulte épileptique, et que du coup on va rentrer sur le marché du travail. Médecin du travail, employeur, collègue, du coup employé, comment on fait? D'accord. Alors déjà, il y a une décision à prendre qui n'est pas évidente. C'est de savoir est-ce que vous voulez l'annoncer à votre employeur. Du coup, moi j'ai fait un dossier MDPH, donc je bénéficie du statut de travailleur handicapé. Encore une fois, ça m'a pris du temps pour avoir ce dossier, j'ai mis du temps. Et encore une fois, j'ai eu de la chance d'avoir des personnes qui m'ont entouré pour aller encore plus loin et pour m'aider à avoir ce dossier. Justement, je me rends compte que du coup, quand j'ai passé mes entretiens pour chercher un travail, j'ai décidé d'en parler du coup avec ce dossier. Je pense que c'est une étape qui est importante parce que moi je sais que dans mes stages précédents, j'avais pas ce statut, j'avais décidé de ne pas en parler. Ma seule hantise, c'était de me dire qu'est-ce qui va m'arriver quand je pars au travail. Si ça m'arrive au travail, comment je vais réagir, comment mes collègues vont réagir et qu'est-ce qui va arriver si jamais ils vont me faire une crise. Là, vous aviez quoi, 22 ans, quelque chose comme ça? Au moment de... Lorsque vous vous posiez ces questions-là? Quand j'étais au moment des stages, je devais avoir... j'avais 22 ans. Entre 20 et 22 ans. Okay. Aujourd'hui, donc mon employeur est au courant. Savoir quand vous voulez l'annoncer à votre employeur aussi, ça c'est une autre question. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai noté sur mon CV. Je ne suis pas rentré dans les détails, j'ai juste noté que j'avais ce statut-là. D'accord. Si vous voulez parler en entretien, moi ce que j'ai fait, après je vous donne un conseil, mais vous n'êtes pas obligé de l'appliquer, j'en ai parlé à la fin de l'entretien. Donc au moment où il vous demande si vous avez des questions, c'est à ce moment-là où j'en ai parlé. Si vous voulez en parler pendant l'entretien, je pense que c'est le meilleur moment. Parce que vous avez eu le temps de faire votre entretien, l'employeur s'est fait une idée sur vous avant de savoir ça. Donc il s'est fait une idée comme si vous étiez une personne normale avant de savoir que vous avez ce souci-là. Du coup, ça veut dire que vous avez en fait affronté cette peur d'être recalé. Cette peur d'être recalé, mais moi je me suis mis dans la tête que si j'étais recalé à cause de ça, c'est que j'avais rien à faire dans cette entreprise. Ça, c'est encore une force. Voilà. Part. Ouais. Parce que tout le monde n'a pas cette force-là. Je sais bien, mais puis je sais que du coup, quand je suis arrivé dans l'entreprise, au moment où j'ai signé, ils avaient déjà les informations. D'accord. Donc j'aurais pas de hantise de mon responsable qui m'aurait dit oui mais pourquoi vous m'avez pas dit ça avant, toujours avoir des reproches particuliers, il le savait déjà dès le départ. Voilà. Donc finalement vous en fait ça vous a soulagé le fait que les gens soient au courant. Moi aujourd'hui je pars au travail le matin, j'y pense même pas. Voilà. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir une crise au travail. Justement c'est ça, c'est bien ça que vous avez dit l'année dernière, la crise au travail. Ouais. C'était ça qui finalement en fait, si je me souviens bien, c'est ce qui vous avait en fait limite soulagé.
Bah en fait ça m'est arrivé une fois, donc après la première fois du coup je savais qu'il savait comment il fallait réagir. Ok. Donc du coup moi je sais qu'aujourd'hui ça m'arrive encore une nouvelle fois, je sais qu'ils savent ce qu'il faut faire, et il n'y a pas de souci avec ça. Donc c'est aussi quelque chose qui me... Donc limite, ça vous a libéré le fait de savoir que du coup les autres sont au courant et ils savent du coup ce qu'il faudrait faire en cas de crise. Voilà, sachant que du coup au moment où j'ai le premier jour où je suis arrivé, je leur ai raconté aussi ce qu'il fallait faire en cas de crise. Donc ils le savaient. Ok. Et je me suis dit, sans la première crise, finalement, est-ce qu'ils réagiront correctement? J'avais la question aussi, évidemment. Donc depuis que j'ai déjà fait une crise, je sais, maintenant ils savent exactement comment il faut réagir. Donc, Il y a des personnes qui, là c'est pour faire un comparatif avec l'environnement scolaire, parce que du coup à l'école, il y en a qui se sont en fait éloignés de vous. ouais. Là au travail, il y en a qui se sont éloignés de vous. Non, pas particulièrement. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un âge où les gens comprennent plus facilement. Hmm. Donc on n'est pas dans les mêmes âges. Donc Puis il y a eu sensibilisation aussi. voilà, exactement. Donc il y a eu explication en fait de l'épilepsie, les gens ont compris. Ouais. Et c'est ce qui permet aussi que finalement en fait, les gens ne sont pas non plus forcément... Il y a eu explication avant que la première crise arrive, alors qu'au collège ou au lycée, il n'y avait pas forcément eu l'explication avant. Ça m'est arrivé de faire une crise alors qu'ils n'étaient pas encore au courant. Ils n'étaient pas encore au courant, ok. Voilà. Donc Ok. il y a là aussi où ça fait une différence. C'est sûr. Aujourd'hui, alors, du coup, c'est quoi? Vous travaillez... c'est un temps plein que vous avez? Ouais, c'est un CDI ouais, à temps plein. C'est simplement en fait pour à la bonne question de Jenny encore qui a sensibilisé Au niveau du... au travail Ouais. au travail est-ce que c'est le je sais pas moi est-ce que c'est du coup c'est un professionnel qui est intervenu pour sensibiliser, est-ce que c'est le médecin du travail qui en a parlé avec l'équipe? C'est moi qui en ai parlé. Du coup, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai aussi ma chef qui a été très attentive à ça le jour où je suis arrivé. Je lui en ai reparlé directement, c'est moi qui ai ouvert la discussion. D'accord. Mais je savais, je l'ai fait facilement parce que je savais qu'elle était déjà au courant. Parce que je lui en avais parlé pendant mon entretien. Je lui ai dit, si ça m'arrive, voilà ce qu'il faut faire. Et là, elle a une phrase que j'ai beaucoup aimée. Elle m'a dit, est-ce que vous souhaitez ça soit vous qui en parlez aux collègues ou que ça soit moi qui leur en parle? Beaucoup aimé parce que finalement, vous ne connaissez pas les gens avec qui vous travaillez au départ. Donc, vous ne savez pas comment ils vont réagir. Donc moi je sais que je lui ai demandé à elle d'en parler et c'est je pense aussi une bonne chose de... Ça a été une bonne chose parce qu'au moins ils n'avaient pas une première avis sur moi, je les connaissais à peine et puis tout de suite ils faisaient un jugement. Donc elle les connaissait donc elle avait peut-être aussi, elle savait la façon de leur en parler. Et ça pour le coup ouais, ça c'était vraiment très très bienveillant de sa part. Ouais. Le fait d'avoir proposé en cas d'en parler à votre place, effectivement, ça c'est du coup ça c'est extrêmement confortable. Du coup j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui auront la même chance que vous, Ouais. qui auront du coup quelqu'un dans l'équipe qui est à ce point-là bienveillant. Du coup donc c'est à dire que là vous avez un temps plein. Ouais. C'est simplement en fait pour savoir au quotidien du coup est-ce qu'il est possible là donc en fait ça va faire un an maintenant, un an et demi. Un peu plus d'un an. Ouais, que vous travaillez. Est-ce que s'il y a des fatigues particulières, est-ce il y a des choses que vous interdisez parce que on sait jamais si du coup ça va déclencher une autre crise? J'essaie de m'interdire le moins de choses possible, mais Ok. après je sais qu'il faut aussi que je sois raisonnable. Parce que je sais très bien que si je vais trop loin, de toute façon il y aura une crise qui va arriver. Donc c'est aussi à moi de juger les choses en fonction des périodes qui sont plus ou moins faciles. D'accord. Voilà. Donc après je suis dans un hôtel, donc les périodes de travail ne sont pas les mêmes. Il y a des moments où on a plus de travail que d'autres. Je sais que les périodes où c'est plus calme, je peux me permettre de faire plus de choses, alors que les périodes où il y a plus de travail, je peux me permettre moins de choses. Ok, d'accord. Et ça en fait on vous laisse cette liberté au travail? Après c'est plus ça dans ma vie personnelle. Et au travail aussi, je sais que c'est à moi aussi de faire le point, de me dire je sais que là ça va pas aller. Voilà. Et ça c'est vrai que bon, par exemple du coup justement c'est professeur Dupont en fait avait dit ça il y a 2 semaines, hein. Parce que du coup vous avez dit en fait j'essaie de m'interdire le moins de choses. Ouais. C'est vrai que parfois il y a certaines choses on va dire qui peuvent favoriser en tout cas la venue d'une crise d'épilepsie, mais c'est pas pour autant qu'il faut aussi vivre de façon reculée en haut d'une montagne et puis
ne plus rien faire de sa vie. Voilà. Du coup, ouais, c'est parce que vous faites. Vous vivez pas en haut d'une montagne. Non. Ok. Euh, donc, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, là, sur le plan au niveau social, Ouais. au niveau, par exemple, du coup, avec les amis et tout, Ouais. tout est normal. Désolé, j'aime pas trop ce mot normal. Ouais. Mais vous arrivez à avoir une vie sociale. J'arrive à avoir une vie sociale et justement, c'est aussi la maladie qui m'a permis, comme je le disais tout à l'heure, de faire le tri. Donc, l'important, c'est ce que je dis quand vous êtes malade, c'est pas d'avoir forcément une bande d'amis, une grande bande d'amis. Peut-être que vous en avez pas beaucoup, mais vous savez que vous pouvez compter sur Vous eux. pouvez compter sur eux. Voilà, exactement. Je pense que c'est le plus important. Ça c'est bien, du coup ça on a Ouais. compris qu'en tout cas vous étiez bien entouré Ouais. et c'est super important, c'est super Ouais. important. Si aujourd'hui, alors du coup donc là aujourd'hui le traitement a été changé, mais bon il y a encore du coup des crises qui peuvent apparaître. S'il y a quelque chose par exemple que vous voudriez améliorer dans votre quotidien, Ouais. qu'est-ce que ça serait? C'est peut-être parfois prendre. J'essaye de m'attarder le moins de choses, mais c'est vrai que parfois il faudrait peut-être que je fasse quand même un petit peu plus attention. Je sais. Mais là, j'ai rien tout de suite comme ça qui me Comme vient à ça. l'esprit. Ok. Bah tant mieux, limite, Ouais. c'est bien, c'est plutôt positif. Ouais. Il y a des. Du coup, j'avais oublié de poser la question. J'imagine qu'il y a il y a des bilans qui ont été faits jusqu'à maintenant, des évaluations, d'autres professionnels en fait, que vous avez été amené à avoir. Ouais. Parce que du coup, donc, voilà, on avait parlé de neurologues, mais est-ce que Ouais. vous avez été amené à avoir justement des neuropsychologues, des orthophonistes, Alors, j'ai vu une orthophoniste, mais ça, c'est quand j'étais en primaire, parce que du coup, la maladie s'est déclarée quand j'étais au collège. Mais déjà au primaire, quand j'étais en primaire, au niveau de l'apprentissage, c'était une catastrophe, je m'en sortais pas. Je me souviens très bien, j'ai cette image encore en tête, quand j'étais au CP, quand la prof nous demandait à chacun notre tour de lire un texte, j'étais le seul dans la classe, dès qu'elle m'interrogeait, à être en blanc total, à être incapable de lire quelque chose. Sauf qu'à ce moment-là, on ne savait pas du tout ce que j'avais, et c'est après du coup qu'on a compris quand j'étais en quatrième que ça venait de là. ça en a. Ouais. Ok. Bah, moi, pour moi, alors est-ce que du coup vous avez, alors là comme ça, spontanément, vous avez quelque chose ou pas à rajouter? En tout cas, un message à vouloir faire passer à ceux qui nous regardent et qui vont regarder la vidéo. Parce que moi, pour le coup, et c'est pour ça en fait, que j'avais fait appel à Nicolas et qui du coup il a très gentiment accepté donc de témoigner et en tout cas de nous faire part de son expérience ce soir. Alors, pourtant qu'il travaille tout demain, c'est parce qu'il est extrêmement positif en fait dans son discours. Il est extrêmement positif. Voilà, il dit la vérité. Il dit très bien que donc il est passé par des phases difficiles. Donc, ça a été extrêmement compliqué parce qu'il y avait méconnaissance de l'épilepsie, parce que du coup certaines personnes n'étaient pas forcément bienveillantes le concernant, mais que quoi qu'il en soit, en tout cas, lui, il est toujours resté extrêmement positif et encore aujourd'hui, il continue d'être extrêmement positif. Et c'est vraiment ça, en fait, que du coup, moi, je voulais que ça faire passer en fait comme message à un maximum de personnes qui nous regardent. Est-ce qu'il y a un message particulier justement que vous voudrez faire passer? J'en ai déjà beaucoup parlé, mais je vais le redire encore une fois. Savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est-à-dire que si vous avez un doute sur une personne et vous ne savez pas ce qui peut se passer avec elle, n'hésitez pas à lui dire, lui dire au revoir entre guillemets. N'hésitez pas à l'éloigner et dire je sais que je ne peux pas lui faire confiance ou je ne sais pas où ça va nous mener. Donc au lieu de se dire oui ça se trouve elle va dire des mots méchants dans mon dos ou je ne sais pas exactement, je ne peux pas lui faire confiance, je ne sais pas, peut-être qu'elle va me dénigrer vis-à-vis des autres, n'hésitez pas à lui dire gentiment j'ai pas envie de vous voir, ça sert à rien qu'on continue à être amis quoi. En fait, se protéger soi-même. Se protéger d'abord soi-même. Se protéger soi-même. Ouais. C'est extrêmement important comme message et là pour le coup merci Nicolas pour ce conseil. N'hésitez pas parce que alors nous forcément en fait on nous appelle en disant bon voilà je dois aller voir tel ou tel professionnel, il va falloir, on m'a dit de faire un bilan, ce genre de choses. Je sais que moi, en tout cas pour le coup, lorsqu'il s'agit d'épilepsie, je renvoie quand même les familles toujours vers la FFRE parce que du coup la FFRE c'est écouter, recevoir les familles et la FFRE c'est aussi orienter vers
tel ou tel professionnel. C'est super important de pouvoir du coup échanger, du coup, comme l'a dit Nicolas. Et surtout que malheureusement, parfois on est dans des environnements où les gens autour ne sont pas forcément sensibilisés et du coup n'ont vraiment pas connaissance en fait de l'épilepsie. Donc il ne faut vraiment pas hésiter en fait à regarder sur internet les fédérations, les fondations, les associations qui existent. Normalement, les associations sont en lien aussi avec des professionnels. Alors, même si on manque toujours de professionnels, ça je le reconnais, on manque toujours de professionnels, mais au moins en fait on peut rencontrer d'autres personnes qui sont exactement dans le même cas de figure que soi. Et ça pour le coup, ça c'est vraiment important parce que le tout, on est d'accord, je pense que c'est de sortir en fait de l'isolement et de pouvoir se dire ok il m'arrive ça, mais en fait il y a quelqu'un d'autre aussi où il lui est arrivé exactement la même chose, et du coup toi comment tu as fait en fait lorsque ça t'est arrivé, ça sert toujours. Moi, je vais rebondir là-dessus, l'importance de la fondation, parce que moi, je l'ai connue il y a un peu plus d'1 an maintenant. C'est aussi elle qui m'aide aussi à avancer aujourd'hui. C'est aussi grâce à elle que je fais des témoignages. Et puis, vous savez que vous parlez entre guillemets en toute confiance. Vous savez que c'est quelqu'un qui va vous écouter, que c'est pas quelqu'un qui va vous dénigrer dans votre dos. Donc, de toute façon, toujours important, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important de faire partie de la fondation qui peut beaucoup vous aider. On va mettre effectivement en commentaire les contacts et adresses utiles de la FFRE, comme ça du coup les personnes pourront les contacter du coup si nécessaire. Et n'hésitez pas à vous inscrire, donc le colloque a lieu jeudi prochain, donc le 14 février sur Paris. Et alors du coup moi je m'y rendrai. Pour les personnes qui ne pourront pas s'y rendre, je ferai le nécessaire en tout cas pour communiquer un maximum d'informations sur le contenu du colloque. Comme ça, au moins, ça pourra être utile aussi aux personnes qui n'ont pas pu s'y rendre. Si c'est bon pour vous, je crois que là, on approche vite fait. Ouais, on approche et tout de l'heure. Du coup, si c'est bon pour vous, si vous n'avez plus rien à ajouter ou... Juste un petit truc. Bien sûr, bien sûr. Moi, je voudrais remercier ceux qui nous écoutent, mais aussi de remercier ceux qui m'envoient des messages ou qui nous envoient des messages pour nous féliciter de ce que je fais, des témoignages, parce que finalement c'est aussi quelque chose qui me permet d'avancer, de me rendre compte que je suis aussi positif, mais ça me permet d'avancer. Et c'est aussi ces messages-là qui finalement vous donnent envie de continuer parce que vous savez que vous êtes écouté et vous savez que ça peut aider certaines personnes. Donc voilà, encore une fois, merci pour vos messages. Je pense que du coup là je vais parler au nom de tout le monde. Merci à vous de nous avoir fait part de votre expérience, de toujours rester positif. Encore une fois, moi c'est parce que du coup j'avais assisté en fait à votre témoignage l'année dernière et pour le coup c'était un témoignage vraiment vraiment frappant et je me suis dit mais tant qu'à faire il faut vraiment que ce soit diffusé et partagé parce que ça va forcément être utile à d'autres personnes. Donc encore une fois je pense vraiment merci à vous de votre temps et de ce partage d'expérience. Parce que je pense aussi que c'est quelque chose qui peut me permettre d'avancer aussi quand je fais ces témoignages. Carrément, carrément, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça va permettre non seulement aux familles de pouvoir avancer, aux patients de pouvoir avancer, même certains professionnels de pouvoir aussi prendre le temps de comprendre le patient, de comprendre que du coup, alors en fait c'est déjà comprendre l'épilepsie et comprendre tout ce qu'il peut y avoir en fait autour d'un patient épileptique. Encore une fois, la sphère psychologique autour de l'épilepsie. Tout ça en fait ça c'est extrêmement important et ça c'est typiquement en fait c'est vos témoignages en fait qui permettent aux gens d'avancer. C'est bon? Oui, c'est bon. Super. Du coup merci à vous tous, encore une fois merci Nicolas. Passez une bonne soirée. Alors la semaine prochaine du coup il n'y aura pas de NeuroLive, on se revoit dans 2 semaines pour un NeuroLive et là on reprendra en fait le NeuroLive autour de l'enfant. Le thème, il n'est pas encore sûr à 100%, mais en tout cas, ça concernera les enfants. Voilà, nous, les NeuroLive, c'est préparé rapidement. On va dire ça comme ça. Passez une excellente soirée. Encore une fois, merci Nicolas. Et puis, du coup, à dans 2 semaines. Voilà. Ciao.